Nous souhaitons que ces nations viennent nous aider à sécuriser le détroit d'Ormuz. L'Amérique demande de l'aide pour sécuriser le détroit d'Ormuz, toujours aux mains des Iraniens, qui laissent passer au compte-gouttes et selon leur bon vouloir les pétroliers étrangers. Le président américain Donald Trump a publié un message sur son réseau Trust Social pour appeler plusieurs pays à envoyer des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz afin de forcer l'Iran à réouvrir cette route maritime stratégique. Dans son message, il explique qu'il y a plein de pays, en particulier ceux qui sont affectés par la fermeture du détroit d'Ormuz, qui devraient envoyer des bâtiments militaires aux côtés des États-Unis pour maintenir ce passage ouvert et sécurisé. Eh bien, en réalité, le détroit d'Ormuz est ouvert. Il n'est fermé qu'aux pétroliers et aux navires appartenant à nos ennemis, à ceux qui nous attaquent et à leurs alliés. Les autres sont libres de passer. Dans son message, Donald Trump cite explicitement plusieurs pays qu'il aimerait voir rejoindre cette coalition navale. Et dans les pays qu'il cite, il y a la Chine, un allié stratégique de l'Iran. Les États-Unis les appellent pour venir trahir l'Iran. C'est quand même terrible, hein? Bref, il y a la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni. Corée du Sud dont ils viennent aussi de récupérer les missiles. Parce que la guerre au Moyen-Orient consomme énormément de leurs munitions. Je pense que Macron va nous aider. Nous nous sommes parlé hier. Sur une échelle de 0 à 10, il est à 8. Ce n'est pas parfait. Malmenés sur le front de l'Ukraine, du Groenland et des taxes douanières, les alliés de l'Amérique ne se précipitent pas pour aider Donald Trump. Le président américain paye sans doute sa première année de mandat où il a progressivement isolé les États-Unis de leur soutien traditionnel. L'objectif, comme j'explique, c'est que ces pays envoient des navires de guerre pour escorter les pétroliers, patrouiller dans la zone et sécuriser le trafic maritime aux côtés de la marine américaine qui est incapable de le faire seule. Et ils l'ont clairement dit, ils sont incapables de le faire. Le message de Trump ressemble à un appel public de détresse en fait. C'est une invitation à rejoindre une coalition dirigée par Washington pour rétablir la circulation dans le détroit parce que eux, ils ont frappé l'Iran qui avait menacé de fermer le détroit si jamais ils les frappaient. Ce n'est que la conséquence de leurs actions, mais ils ne veulent pas les gérer seuls, non, bien évidemment. L'Iran mène des attaques contre les navires et menace de miner le passage maritime. Téhéran explique que ces actions sont une riposte directe aux frappes américano-israéliennes menées contre son territoire, contre le territoire iranien qui a débuté en fin du mois de février 2026. L'Iran affirme également que le détroit est désormais fermé aux ennemis de l'Iran, c'est-à-dire principalement les États-Unis et Israël, tout en laissant parfois laisser certains navires appartenant à d'autres pays passer sans pression. Face à ça, Donald Trump affirme que les États-Unis vont continuer leurs opérations militaires contre l'Iran tant que la situation ne sera pas réglée. Il déclare que l'armée américaine continuera de bombarder certaines positions sur les côtes iraniennes et de détruire les navires iraniens si nécessaire. Oh, il ne s'arrête pas là parce qu'il menace de frapper les installations pétrolières de Kar Island, l'un des principaux terminaux pétroliers iraniens. Et ça, c'est si le blocage du détroit d'Ormuz se poursuit. Pour l'instant, aucun pays appelé par Washington, cité par Washington, n'a confirmé l'envoi de navires de guerre dans le détroit d'Ormuz. Même pas la France, qui est pourtant un valet connu. Au Royaume-Uni, le ministère de la Défense explique simplement qu'ils sont en train de discuter avec ses alliés d'un éventail d'options pour sécuriser le trafic maritime. Mais aucune annonce concrète n'a été faite concernant un déploiement naval. La moindre des choses, si nous envoyons nos forces vers le danger, c'est de prendre cette décision dans un cadre légal et avec un plan bien pensé. Du côté de la France, la situation est même très prudente. La marine française dispose déjà d'une présence importante dans la région, avec environ une douzaine de bâtiments déployés en Méditerranée et en mer Rouge, pour pouvoir soutenir ses alliés menacés par le conflit. Cependant, aucun déplacement direct vers le détroit d'Ormuz n'a été annoncé en réponse à l'appel de Trump. La France ne veut même pas augmenter la casse. Il y a déjà une de leurs bases militaires qui a été touchée, en plus d'un de leurs soldats morts. Hier, après l'annonce de la mort d'un soldat français, Emmanuel Macron écartait la possibilité de faire un pas de plus dans le conflit. Face à la guerre en cours, la position de la France est purement défensive, en soutien à ses alliés et ne saurait justifier jamais qu'on s'en prenne à elle. La France continuera de faire preuve de sang-froid, de calme
de détermination. Petit rappel, si vous voulez passer à un niveau supérieur, allez faire un tour sur Holacraft. C'est notre plateforme de formation dédiée au métier du numérique. Dessins animés, montage, YouTube, programmation, et on ajoute régulièrement du contenu. Que vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique ou ailleurs, le paiement mobile, carte bancaire, Google Pay et Apple Pay est disponible. Et pour les curieux, ma chaîne secondaire Archives du Monde est lancée. Les liens sont en description et en commentaire épinglés. Revenons au sujet. Le Japon, pays aussi très dépendant du pétrole du Golfe, n'a annoncé aucun plan militaire. La situation est politiquement délicate pour Tokyo parce que 70% du pétrole japonais transite par le détroit d'Ormuz, ce qui met le gouvernement sous pression. Et ce, avant même la visite du Premier ministre à Washington. La Corée du Sud, de son côté, n'a pour l'instant fait aussi aucun commentaire officiel. La Chine a ignoré complètement le message. Et évidemment, la réaction venue de Téhéran est particulièrement révélatrice. Parce que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s'est moqué de l'appel à l'aide américain en déclarant que les États-Unis sont maintenant réduits à mendier, même auprès de la Chine, qui est un adversaire historique. La Chine est l'un des plus grands importateurs de pétrole iranien et un rival stratégique direct des États-Unis. Pékin n'a donc aucun intérêt évident là à rejoindre une coalition militaire dirigée contre Téhéran. Aucun intérêt. D'autres pays fortement dépendants du pétrole du Golfe, comme l'Inde, restent également très prudents et n'ont pris aucun engagement public. Malgré l'appel de Washington, aucune coalition internationale ne s'est formée pour escorter les pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Pendant ce temps, les conséquences économiques commencent déjà à apparaître. Le prix du pétrole a bondi d'environ 40%, dépassant les $103 le baril. Et les assurances maritimes pour les navires traversant la région ont explosé, bien évidemment. Il y a plusieurs économistes qui commencent à évoquer le risque d'une récession mondiale si la situation se prolonge. Risque qui avait été calculé et prémédité par un certain nombre de gens qui ont été ignorés aux États-Unis. En Pennsylvanie, ce transporteur routier nous explique que l'augmentation du prix de l'essence coûte très cher à sa société. Facilement $1 d'augmentation par gallon la première semaine et 20 centimes de plus la deuxième. $1000 de plus dépensés chaque jour en essence, de quoi mettre à mal de nombreuses entreprises. Si ça continue pendant des semaines, des mois, peut-être un an, beaucoup de petites sociétés vont devoir mettre la clé sous la porte. Autre problème majeur, escorter des pétroliers par la marine américaine n'est pas immédiatement possible. Parce que selon plusieurs experts militaires, neutraliser les mines navales potentielles et sécuriser le passage pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est les mois-là justement, durant lesquels les choses vont basculer. Dans certains cercles stratégiques américains, des experts évoquent même la possibilité qu'une intervention terrestre devienne nécessaire pour stabiliser durablement la situation. Une perspective extrêmement impopulaire aux États-Unis et qui de toute façon va se solder par un échec. L'Iran dispose d'une profondeur stratégique terrible. Donald Trump nous a prévenus et tout indique qu'une invasion terrestre se prépare en Iran. Voici un article lunaire qui nous a été paru dans les derniers jours du côté de CNN. C'est signé d'ailleurs par 5 journalistes. Alors on prend pour acquis que les informations sont relativement fiables. C'est d'ailleurs, il est important de le dire, certains ont des réticences envers CNN. Plusieurs autres médias à l'international ont rapporté ces mêmes informations. Alors on prend pour acquis qu'on a affaire à des informations crédibles. La CIA travaille à armer des forces kurdes dans le but de provoquer un soulèvement populaire en Iran, ont déclaré à CNN plusieurs personnes au fait du plan. L'administration Trump est en discussion active avec des groupes d'opposition iraniens et des dirigeants kurdes en Irak au sujet de la possibilité de leur fournir un soutien militaire, ont indiqué des sources. Des groupes armés kurdes iraniens disposent de plusieurs milliers de combattants opérant le long de la frontière irako-iranienne, principalement dans la région du Kurdistan irakien. Plusieurs de ces groupes ont publié des déclarations publiques depuis le début de la guerre, laissant entendre qu'une action imminente se prépare et appelant les forces militaires iraniennes à faire défection. Les gardiens de la révolution islamique d'Iran ont frappé ces groupes kurdes, mais essentiellement l'objectif ici, ce serait de payer les Kurdes, de leur donner des armes pour qu'ils lancent une invasion sur l'Iran. Pendant ce temps, l'Iran continue d'exporter une partie de son pétrole via d'autres routes alternatives et refuse de réouvrir le détroit d'Ormuz tant que les forces américaines ne se retirent pas de la région. Nous ne demandons pas de cesser le feu, mais cette guerre doit prendre fin de manière à ce qu'elle ne se reproduise plus jamais. Ils comprennent désormais à quel genre de nation ils ont affaire. L'Iran est prête à mener la guerre partout où cela s'avère nécessaire.
Seyed Abbas Araqchi affirme que le détroit d'Ormuz reste ouvert mais qu'il est fermé aux ennemis de l'Iran et à leurs alliés. Ces propos font suite à l'appel lancé par le président américain Donald Trump en faveur d'une coalition de nations pour aider à ouvrir le détroit. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a accusé Washington de saper la diplomatie et a souligné que Téhéran n'avait aucune hostilité envers les pays de la région et ne visait que les bases et les avoirs américains. Pour comprendre à quel point cette crise peut bouleverser l'équilibre mondial, il faut maintenant regarder 3 éléments qui se jouent en parallèle. La position de la Chine, la réalité des attaques dans le détroit d'Ormuz et les conséquences immédiates sur l'énergie et l'économie. La position chinoise, relayée par les médias d'État et confirmée par plusieurs sources diplomatiques, reste la même, inchangée. Pékin appelle à une désescalade immédiate afin de protéger la sécurité énergétique mondiale et éviter une crise économique encore plus grave. Mais en même temps, Pékin aide activement l'Iran dans cette guerre contre les États-Unis et Israël. Ailleurs, au moment où arrive cette deuxième armada, les Chinois viennent d'entrer dans le conflit, en tout cas dans l'équilibre des forces, puisqu'ils ont déployé un destroyer de type 052D, le Tangshan, une frégate 054A, le Daping, et un navire ravitailleur polyvalent de Taiyou, mais surtout, et c'est là l'événement du jour, le plus grand bâtiment de renseignement que la Chine ait jamais construit, le Dayang Yao, plus ils ont fourni à l'Iran 2 équipements tout à fait impressionnants. Le premier qui s'appelle le radar de surveillance à longue portée IREC-LC-8B et des batteries de radar et de défense solaire QG-9B. Depuis le début de la guerre, au moins 16 navires marchands ont été attaqués dans la région du détroit d'Ormuz. Des rapports indiquent que l'Iran a commencé à préparer le déploiement de mines dans la zone. Et selon les estimations du Pentagone, Téhéran disposerait d'environ 5000 mines navales. Cependant, le secrétaire américain à la défense, Peter Hegseth, a lui-même déclaré récemment qu'il n'existait pas encore de preuves que l'Iran ait effectivement déjà posé des mines dans le détroit. À ce stade, actuellement. Nous ne savons pas, nous ne sommes pas sûrs qu'une quelconque mine ait déjà été posée. C'est une sorte de suicide que de poser des mines dans le détroit d'Ormuz, mais nous ne savons pas s'ils ont déposé déjà des mines. Nous encourageons vivement les autres pays qui dépendent beaucoup plus du détroit d'Ormuz que nous d'intervenir. Nous ne tirons que 2% de notre pétrole, de ce pétrole, 95% pour le Japon, 90% pour la Chine. Les Européens, quant à eux, reçoivent beaucoup de pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz, 35% pour la Corée du Sud. Nous souhaitons que ces nations viennent nous aider à sécuriser le détroit d'Ormuz. Et même s'il n'y a aucune mine qui est encore posée, qui n'est encore officiellement confirmée dans l'eau, la simple possibilité que ces mines soient présentes là suffit à paralyser une grande partie du trafic maritime. Parce que nettoyer un détroit comme Ormuz n'est pas une opération simple. Ça peut nécessiter des robots sous-marins, des hélicoptères spécialisés, des plongeurs militaires et des systèmes de détection avancés. Une opération de ce type peut durer des semaines, voire des mois. C'est pour ça qu'on le dit. Donald Trump lui-même a reconnu cette réalité et tout en expliquant que l'Iran pouvait encore envoyer des drones, tirer des missiles ou alors tout simplement larguer des mines à tout moment. Donc pendant que vous serez avec vos hélicoptères, vos plongeurs et j'en passe, l'Iran peut les bombarder et les détruire tout simplement. Pendant ce temps, le bilan des attaques maritimes continue de s'alourdir. Le 1er mars, le pétrolier MK Skylight, battant pavillon de Palaos, a été attaqué. 2 marins ont été tués. Le même jour, le navire MKD Viom, immatriculé aux îles Marshall, a été frappé, causant la mort d'un marin. Une des attaques marquantes les plus récentes, c'est le 11 mars. Une série d'attaques qui a touché plusieurs navires, dont un cargo qui battait pavillon thaïlandais avec des intérêts israéliens. 3 membres de l'équipage ont été tués ou portés disparus. Un pétrolier indien a également été ciblé. Selon certaines bases de données spécialisées dans les conflits, au moins 25 attaques iraniennes contre les navires ont été enregistrées depuis la fin du mois de février. Le bilan humain atteint au moins 5 voire 7 personnes éliminées. Mais l'impact le plus spectaculaire se situe au niveau du trafic maritime. Certains navires restent bloqués au large et attendent une amélioration de la situation. Vraiment, ils ne veulent même plus mettre un pas où que ce soit. D'autres préfèrent renoncer complètement à traverser même le détroit d'Ormuz pour éviter d'être coulés. Dans certains cas, l'Iran autorise quand même des navires à passer, notamment lorsqu'ils appartiennent à des pays considérés comme neutres ou alors amicaux. Des communications radio ont été interceptées où des capitaines annonçaient
nous sommes chinois, genre sur l'appel de vérification d'identité. Ou alors il disait, nous sommes amis, afin d'éviter une attaque. Eh bien, en réalité, le détroit d'Ormuz est ouvert. Il n'est fermé qu'aux pétroliers et aux navires appartenant à nos ennemis, à ceux qui nous attaquent et à leurs alliés. Les autres sont libres de passer. Tout cela montre à quel point la crise énergétique commence à produire ses effets. En France, par exemple, l'essence SP95 atteint environ 1,92 € par litre à Paris, avec une hausse d'environ 15 à 20 centimes par jour. Le gasoil dépasse 2,06 € le litre. Dans certaines régions, les prix approchent ou alors dépassent déjà les 2 € par litre pour les deux carburants. La situation est similaire ailleurs en Europe. À Milan, l'essence atteint 1,89 € le litre et le diesel dépasse 2,10 €. Dans l'ensemble de la zone euro, les prix du carburant augmentent de 10 à 30% depuis le début du conflit. Même le gaz naturel européen est touché. L'indice TTF a bondi de 30% en une seule semaine. Les économistes préviennent que si le détroit d'Ormuz reste bloqué pendant plusieurs semaines, le prix de l'essence pourrait atteindre facilement les 2,10 voire 3,30 € par litre en France. Pour l'instant, le gouvernement français n'a annoncé aucune mesure particulière pour compenser cette hausse, mais déjà, les effets économiques commencent à se faire sentir. L'inflation en hausse, inquiétude sur l'énergie et mécontentement des automobilistes. Donald Trump avait été explicitement averti des risques d'un tel scénario avant le début de la guerre. Il a quand même décidé de frapper. Au cours de ces réunions, les responsables militaires américains lui ont expliqué très clairement ce qui risquait de se produire si la guerre éclatait. Ils ont averti que l'Iran allait riposter très probablement en fermant le détroit d'Ormuz. Et ils ont décrit précisément comment Téhéran allait procéder et pourquoi est-ce qu'il ne pourrait rien faire contre ça dans un début. Ils ont fait comprendre qu'ils allaient utiliser des drones, des missiles côtiers, d'éventuelles mines navales pour pouvoir perturber le trafic maritime et créer une pression mondiale sur les marchés de l'énergie. Donald Trump savait tout, il était au courant de tout. Dans ses analyses internes, la fermeture du détroit d'Ormuz était considérée comme le pire scénario possible pour l'économie mondiale. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire parce que Donald Trump n'a fait qu'à sa tête. Selon ces informations, l'administration américaine, notamment au Pentagone et au Conseil de la sécurité nationale, ils avaient sous-estimé la détermination de l'Iran à utiliser cette arme énergétique. Donald Trump lui-même pensait que Téhéran allait reculer avant d'en arriver là. Et il n'était pas le seul, ses représentants également. Pourquoi l'Iran n'a-t-il pas capitulé? Avec toute cette puissance navale, pourquoi ne viennent-ils pas nous dire « Nous ne voulons pas d'armes, voici ce que nous proposons ». Tous ces gens-là à Washington estimaient que la pression militaire et les frappes aériennes allaient pousser rapidement l'Iran à capituler ou alors à négocier. Aujourd'hui, Donald Trump minimise publiquement la situation. Il parle d'un simple acte de désespoir de l'Iran. Mais les documents internes et les briefings militaires montrent que les autorités américaines avaient été clairement informées du risque avant la guerre. Et actuellement, ils ne peuvent pas faire grand-chose à part essayer d'encaisser le choc ou de s'humilier publiquement. Là, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer de trouver une porte de sortie. Une question circule donc beaucoup depuis l'appel de Donald Trump. Est-ce que la France va envoyer le porte-avions dans le Golfe pour la sécurisation du détroit d'Ormuz? La réponse est très simple, non. Pas pour l'instant en tout cas, et pas dans le Golfe Persique. Le porte-avions français, le Charles de Gaulle et son groupe aéronaval ont bien été redéployés en urgence au début de la crise. Mais ils ne se trouvent pas dans le détroit d'Ormuz. Le groupe aéronaval français, qui comprend environ une douzaine de bâtiments, dont les frégates, des sous-marins nucléaires d'attaque et des navires ravitailleurs, a été déplacé depuis l'Europe du Nord vers la Méditerranée orientale dès les premiers jours de la guerre. Ce redéploiement a eu lieu autour du 3 et 4 mars 2026. Juste après les débuts des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran. Aujourd'hui, le Charles de Gaulle opère dans une zone qui s'étend autour de Chypre, du sud de la Turquie et des côtes proches du Liban et d'Israël. Le président français Emmanuel Macron a annoncé le 9 mars à bord du porte-avions que la France participe à une mission internationale destinée à rouvrir progressivement le détroit d'Ormuz. Cette mobilisation de notre marine est inédite. Elle se fait évidemment avec la mobilisation aussi de nos forces aériennes et terrestres dans la région. Et elle manifeste la volonté de la France de contribuer à la désescalade, à la sécurité de nos ressortissants, à la sécurité de nos partenaires et à cette libre navigation et cette sûreté maritime à laquelle nous voulons, par ce biais, œuvrer.
Dans ce cadre, Paris a évoqué le déploiement de 8 frégates françaises et de 2 porte-hélicoptères amphibies de type Mistral. Et ce, dans une zone plus large, comprenant la mer Rouge et certaines parties du Golfe. Mais il faut bien comprendre un point essentiel. Le porte-avions Charles de Gaulle reste pour l'instant en Méditerranée orientale. Sa mission principale consiste à observer la situation, soutenir les alliés et maintenir une capacité de projection aérienne rapide si la situation se dégrade. Des avions Rafale décollent régulièrement du porte-avions pour effectuer des patrouilles dans la région. La ministre française des Armées, Catherine Vautrin, a d'ailleurs déclaré clairement que l'envoi de navires français dans le détroit d'Ormuz n'était pas prévu à ce stade. Pour l'instant, aucun de ces pays n'a annoncé l'envoi de navires de guerre pour participer à une coalition internationale dans le détroit d'Ormuz contre l'Iran. Aucun des pays appelés par Washington n'est venu. Aucun. L'Inde reste très prudente. Même l'Inde, qui a ses intérêts et qui vacille un peu ces derniers temps, reste très prudente. Le gouvernement indien appelle à la retenue et insiste sur la nécessité de protéger le commerce maritime. Du côté de l'Arabie Saoudite, la situation est également très prudente. Riyad n'a pas annoncé de participation supplémentaire à une coalition navale dans le détroit. Le royaume cherche plutôt à réduire sa dépendance immédiate au détroit, notamment en utilisant les pipelines permettant d'exporter du pétrole vers la mer Rouge. L'Arabie Saoudite coopère déjà étroitement avec les États-Unis sur le plan militaire et du renseignement. Mais aucune participation navale directe dans le détroit n'a été annoncée. Le Royaume-Uni aussi, comme je disais, ils évoquent juste des discussions avec des alliés sans engagement concret. Le Japon et la Corée du Sud restent silencieux. La Chine appelle globalement à la désescalade. Et concernant l'appel de Trump, aucun mot, aucun message. Autrement dit, malgré l'appel lancé par Donald Trump, il n'y a aucune coalition internationale réelle qui existe pour l'instant contre l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Même si les États-Unis disent qu'ils sont en train de se préparer à faire quoi que ce soit. La guerre suit son cours et comme toujours, ceux qui l'ont déclenchée sont loin, chez eux. Et ce sont les autres qui doivent ramasser les pots cassés. Bref, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses. On se retrouve très rapidement.